Donc on va vous parler du dépistage familial qui vous concerne donc directement, vous les familles, et vous montrer quelle est l'importance du dépistage familial, pourquoi le faire, pour qui, et comment ça se passe pour nous en pratique. Donc, les pathologies prises en charge dans les différents centres de référence et de compétences sont divisées en deux groupes. Donc, nous avons d'abord les cardiomyopathies qui ont plutôt une atteinte structurelle donc, du cœur, avec la cardiomyopathie hypertrophique, la cardiomyopathie dilatée, la dysplasie arythmogène du ventricule droit. Et donc, nous avons un deuxième groupe que nous appelons les canalopathies, donc qui n'ont pas d'atteinte structurelle du cœur, là qui touchent plus le circuit électrique. Et donc nous avons le syndrome du QT long, le syndrome du QT court, le syndrome de Brugada, la tachycardie ventriculaire catécholergique et le syndrome de repolarisation précoce. Ces pathologies ont toutes en commun le risque de troubles du rythme cardiaque, voire dans la pire des situations, le risque de mort subite, et ce sont toutes des maladies héréditaires. Sandra, est-ce que tu peux nous expliquer le mode de transmission de ces différentes pathologies ? Alors, le point commun aussi pour ces pathologies, c'est que dans la très grande majorité, elles sont donc héréditaires et elles obéissent à un mode de transmission qu'on dit autosomique dominant. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui maîtrisent bien ce mode de transmission, mais juste un rappel, donc autosomique, ça veut dire quoi ? Autosome, c'est un chromosome qui n'est pas sexuel. Donc, ce sont des maladies qui vont concerner aussi bien les hommes que les femmes, indépendamment du sexe. Et dominant, dominant, alors je ne sais pas si j'ai la flèche qui va... Oui. Donc là, en fait, ce qui est représenté, c'est le chromosome sur lequel est le gène qui va concerner donc la famille. On a deux copies pour ce gène, une copie qui nous vient de notre père et une copie qui nous vient de notre mère. Là, j'ai représenté en rouge la copie anormale du gène, et on dit qu'elle est dominante parce qu'en fait, elle va comme dominer la bonne copie. Et le fait que la personne soit porteuse d'une mauvaise copie, eh bien, va suffire à ce que la maladie s'exprime. Alors, il va y avoir une variabilité, hein, on en a entendu parler, mais potentiellement, c'est une personne qui va développer la maladie. Alors, une personne porteuse de l'anomalie génétique, eh bien, elle a quel risque de transmettre cette mutation, cette anomalie génétique à sa descendance ? On imagine que le conjoint ou la conjointe n'est pas porteuse de la même pathologie, hein, ça reste quand même des maladies rares. Et donc, il y a la même probabilité de transmettre la mutation à un enfant ou de transmettre la bonne copie du gène. Donc c'est 50-50, on a 50% de risque de transmettre, 50% de chance de ne pas transmettre. Si on ne transmet pas, l'enfant ne pourra pas transmettre une mutation dont il n'est pas porteur à sa descendance. D'accord ? Donc ça s'arrête là. Par contre, si c'est transmis, eh bien, il y a de nouveau 50% de risque à la génération suivante. Et encore une fois, quel que soit le sexe de l'enfant. Donc, quels sont les objectifs d'une enquête familiale ? Eh bien, c'est de dépister les personnes qui sont les plus à risque de faire un événement rythmique grave. C'est également d'identifier les facteurs génétiques impliqués. Donc, vous avez vu ce matin, les études génétiques se complexifient, mais donnent plus d'informations. Et on va avoir besoin de tester les apparentés pour pouvoir bien interpréter nos résultats génétiques quand on a un variant qui est de signification inconnue. Est-ce qu'il est pathogène ? Est-ce qu'il n'est pas pathogène ? Eh bien, l'étude dans la famille va nous aider aussi pour ça. Et puis, bien sûr, l'objectif premier, c'est de mettre en place des mesures de prévention et de soins pour les apparentés qui seraient à risque de développer ces pathologies. Alors, pour qui ? Eh bien, on a vu, c'est le mode de transmission autosomique dominant dans la plupart des cas. Donc, potentiellement, il peut y avoir beaucoup de personnes dans une famille qui peuvent être concernées. Et donc, on va avoir plusieurs personnes concernées à chaque génération, ou sur plusieurs générations. Donc, on peut avoir ce type d'arbre. Et c'est important que l'information puisse diffuser au sein de la famille. Et donc là, je voulais faire un petit
point, puisque finalement le texte de loi a changé. Il y a maintenant 3 ans, il y a un décret qui est paru en juin 2013 sur l'information de la parentèle. Alors c'est quelque chose, pour les consultations de génétique, qu'on valorisait déjà beaucoup, d'informer, d'essayer de dépister toutes les personnes à risque. Mais maintenant, dans le texte de loi, eh bien, il y a la notion d'obligation. C'est-à-dire qu'une personne qui est porteuse d'une maladie génétique, d'une anomalie génétique, eh bien, elle a l'obligation d'informer les apparentés qui sont à risque de cette maladie, dans la mesure où il y a, dès lors qu'il y a des mesures de prévention et de soins. Donc là, les pathologies dont on parle aujourd'hui, qui vous concernent, eh bien, répondent à ces critères-là, puisqu'il y a des mesures de prévention et de soins. Donc il faut déterminer, même avant de faire le test génétique, déterminer avec la personne eh bien, quelles sont les apparentés qui pourraient être concernées, et puis informer aussi des conséquences si le patient, la personne qui consulte, ne souhaite pas informer, refuse d'informer. Donc ça, c'est ce qui est stipulé dans le texte de loi. Alors finalement, il y a 3 possibilités qui se présentent aux patients. Soit c'est d'informer directement sa famille, et c'est vraiment ça qu'on va privilégier, parce que c'est le plus simple et le mieux vécu dans la famille. Donc nous, bien sûr, on va le mentionner dans le dossier. Mais vous savez que les histoires familiales, parfois, c'est pas simple. Il peut y avoir des tabous, il peut y avoir des conflits, il y a parfois des personnes qui ne se voient plus depuis des années. Eh bien, il y a la possibilité, quand même, d'informer par le médecin. Donc là, le patient va nous autoriser à adresser un courrier anonymisé, en recommandé, pour dire aux apparentés, eh bien, il y a une pathologie génétique, vous pouvez être concerné, rapprochez-vous d'un centre pour qu'on vous explique et puis éventuellement faire le test génétique. Donc là, il faut que le patient nous informe des coordonnées des apparentés, mais ensuite, nous, on se charge du reste. Et puis la 3e possibilité, c'est si la personne refuse catégoriquement d'informer. Donc là, évidemment, on en aura discuté avec elle, mais attention, maintenant, comme l'obligation est inscrite dans le texte de loi, eh bien, il y a la responsabilité civile qui peut être engagée. Donc, ça change un petit peu. Alors, quand on va proposer un test génétique aux apparentés, souvent, les apparentés n'ont pas eu de signes, ils ne sont pas suivis. Là, on rentre dans le cadre particulier du diagnostic présymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de symptômes. Et là aussi, c'est assez encadré par la loi, la prescription d'un test génétique chez une personne qui n'a pas de symptômes, ou pas encore. Donc, bien sûr, on va expliquer la pathologie. C'est une équipe pluridisciplinaire qui va prendre en charge ce type d'examen, qui est déclaré auprès de l'agence de biomédecine. Et il est noté que l'équipe pluridisciplinaire doit valider la bonne préparation de la personne à la réalisation du test. Donc ça, c'est vraiment notre travail de savoir si la personne est prête pour faire ce dépistage, de pouvoir en discuter avec elle, éventuellement d'avoir un soutien psychologique si nécessaire. Alors il y a le cas particulier du sujet majeur, mineur ou majeur sous tutelle. Donc c'est surtout au sujet mineur, donc des enfants. Pour un test présymptomatique, eh bien, on ne peut le faire qu'à condition qu'il existe que l'enfant puisse bénéficier de mesures prédictives ou curatives immédiates. Donc là, par rapport aux pathologies cardiaques, eh bien, on va rentrer dans ce cadre-là. Alors après, on peut avoir une discussion sur à quel âge proposer. Ça va dépendre aussi un peu de la pathologie, bien sûr.
Alors, ce dépistage génétique moléculaire, il a ses limites. Vous avez vu, il y a une complexité en termes de nombre de gènes. Donc là, j'ai donné certains chiffres, mais on a vu ce matin avec le séquençage au débit, on va pouvoir tester plus de gènes et on va avoir une information plus riche. Il y a encore un nombre important de patients qui n'ont pas il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de base moléculaire qui est identifiée chez eux. Donc il y a encore du travail pour bien les renseigner. Et puis, si on en séquençant, en étudiant un grand nombre de gènes, eh bien, on va pouvoir identifier plusieurs variants. On en parlait ce matin, plusieurs variants qui peuvent peut-être être responsables de la maladie. Ou est-ce que, alors, lequel est impliqué, ou est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont impliqués? Et là, eh bien, c'est très important d'avoir les données de la famille. Le dépistage familial peut contribuer aussi. Donc voilà, on va avoir des difficultés d'interprétation si on n'a pas une bonne orientation clinique et si on n'a pas la ségrégation familiale, donc l'étude familiale. Alors donc ce dépistage moléculaire, eh bien, il est couplé aussi à un dépistage clinique qui est très complémentaire. Et donc Valérie, est-ce que tu peux nous préciser comment ça se passe? Donc le dépistage clinique, en fait, donc il est important de recevoir, si possible, les différentes personnes de la famille en consultation et pour leur proposer en fait les examens. Alors, il y a des examens bien spécifiques en fonction des différentes pathologies, mais en globalité, le bilan clinique classique, il comporte en fait un électrocardiogramme haute amplification, une épreuve d'effort, un test à l'âge maline, un test à l'adrénaline. Ces deux tests en fait sont ce qu'on appelle des tests pharmacologiques. Ça se fait en hôpital de jour, une échographie cardiaque. Et selon en fait, l'orientation diagnostique, selon les résultats des premiers examens, on peut proposer entre autres une IRM cardiaque, on peut compléter ces examens de façon à orienter au mieux le diagnostic. Ce dépistage, il peut être fait dans différents centres. Donc il y a sur le territoire tout un maillage avec 3 centres de référence, de nombreux centres de compétences. Et c'est très intéressant, ça a un réel intérêt puisque le dépistage, on peut très bien voir une première personne à Nantes, voir une deuxième personne de la famille à Strasbourg, une autre à Marseille, sachant qu'elles vont avoir la même prise en charge et l'intérêt étant de centraliser si possible toutes les données de la famille. Alors là, je vous ai fait en fait un exemple d'enquête familiale qui est en cours actuellement. En fait, quand on rencontre une personne qui a été diagnostiquée pour la première fois avec un diagnostic bien posé d'une pathologie cardiaque héréditaire, quand on la rencontre suite à la consultation avec le cardiologue, notre rôle, en fait, au départ, est parfois de réexpliquer un petit peu la pathologie, car en fait, les personnes ont reçu beaucoup d'informations en consultation et beaucoup de choses en même temps, et parfois, nous, on est un petit peu le relais. Et souvent, on commence par réexpliquer un petit peu la pathologie, les mesures de prévention, les consignes par rapport au sport, tout ça. Et là, on va constituer un arbre généalogique de la famille. Alors, les arbres généalogiques, des fois, ils sont petits, des fois, ils sont grands, des fois, ils prennent 3 pages. On va travailler un petit peu sur l'histoire familiale, sachant qu'il y a des histoires familiales des fois qui sont lourdes. Donc, sur cet arbre généalogique, en fait, qui est une famille dans laquelle il y a eu un diagnostic de syndrome du cuté long, cet arbre généalogique, en fait, il vous montre bien qu'il y a une histoire familiale, parce que, donc, comme on vous a expliqué précédemment, donc, les ronds, ce sont les femmes, les carrés, ce sont les hommes. Et donc, ne marche pas de petite flèche. Voilà. Et donc là, entre autres, vous avez un carré avec une barre qui montre en fait que cette personne a fait ce qu'on appelle une mort subite. Donc je vous ai mis entre autres 60 ans. Cette deuxième personne a fait une mort subite vers 63 ans. Et cette troisième personne a fait une mort subite vers 42 ans. Donc il y a quand même une histoire lourde qui fait que de faire du dépistage familial en fait a un grand intérêt, surtout que donc, la première personne donc, que nous avons rencontrée est celle-ci, donc une dame chez qui le diagnostic de cuté long a été posé. Donc elle est décédée, mais pour d'autres raisons en fait depuis. Et donc
donc à ce moment-là, l'information lui a été donnée de transmettre l'information aux membres de la famille, comme quoi donc, elle était porteuse d'une pathologie héréditaire. Elle a transmis l'information, mais parfois ça met un peu de temps en fait, avant que les membres de la famille prennent contact avec le centre de référence pour lancer en fait, les différents examens. Donc, au départ, nous avons reçu cette première personne, donc, une de ces filles en fait, qui est venue en consultation parce qu'elle était enceinte et qu'elle se posait beaucoup de questions par rapport à cette pathologie familiale. Et c'est cette consultation qui a relancé vraiment tout le dépistage, parce qu'il s'était passé en fait quelques années entre la première personne et les autres membres de la famille. Et entre-temps, on avait en fait reçu les résultats des analyses moléculaires de la première personne, qui montraient en effet qu'il y avait bien, qui confirmait le diagnostic de syndrome du QT long. Et ce qui fait qu'on a pu à la fois donc, faire le dépistage clinique, donc avec les examens, donc proposer à la personne. Donc, dans le cadre du syndrome du QT long, donc on fait une épreuve d'effort, un test à l'adrénaline, et on a pu faire en parallèle les analyses moléculaires qui ont bien montré qu'elle-même était atteinte du syndrome du QT long. Et en fait, ça a continué. Donc, elle a eu un petit garçon qui, lui aussi, a été diagnostiqué, qui aussi est porteur. Et au fur et à mesure, les différents membres de la famille sont venus vers nous. Et au fur et à mesure, le dépistage, il a avancé. Voilà, c'est une autre fille, donc avec 2 enfants qui sont aussi porteurs. Une troisième. Donc ça prend en fait du temps. Ça prend quelques mois, voire des années, avant que les gens y reviennent vers nous. Et donc, aujourd'hui, en fait, nous en sommes là. Donc, au niveau des enfants, donc de la première personne diagnostiquée, donc, en fait, le problème, c'est que... le problème, ce sont les gens qui reviennent vers nous. Nous, on n'est pas habilités à aller contacter les personnes pour leur proposer le dépistage. Donc, en fait, on attend. Ce sont ces personnes qui prennent contact avec nous. Donc là, actuellement, il y a deux fils qui n'ont pas pris contact avec nous. Et il y a surtout un troisième qui, lui, a formulé son refus de se faire dépister. Et là, on rentre toujours dans la problématique de l'information de la parentèle, parce que ce monsieur, en fait, a 3 enfants. Et il se doit, quelque part, de donner l'information à ses enfants qui, eux-mêmes, vont prendre la décision ou pas de se faire dépister. Donc, c'est vraiment... voilà, c'est l'information de la parentèle a toute son importance par rapport à ça. Et par ailleurs, comme vous voyez, il y a aussi donc, tous les membres de la famille, les enfants, en fait, des différentes personnes décédées qui, pour l'instant, n'ont pas pris contact, qui sont tout à fait concernées, et y compris donc, les frères, toute la fratrie en fait, de la première personne diagnostiquée. Donc il y a encore du travail, mais en fait, ce sont les personnes qui doivent prendre contact avec nous. Donc ce sont des enquêtes familiales qui peuvent prendre plusieurs années. Alors pour conclure, donc je pense que voilà, vous êtes convaincus de l'information à transmettre à la parentèle. Vous avez vu qu'il y a une complémentarité en fait pour le dépistage familial entre les tests génétiques et les tests cliniques. Et puis bien, voilà, le message, c'est ne pas hésiter à vous rapprocher des centres de référence, des centres de compétences. Bon, vous êtes directement concernés, vous êtes présents aujourd'hui, mais aussi pour des personnes qui ne seraient pas encore dans les associations et qui seraient concernées par ces maladies-là. Voilà. Donc on tient à remercier toutes les personnes qui contribuent pour le dépistage familial. Au sein du centre, donc, il y a toutes les infirmières de recherche clinique, aussi notre conseillère en génétique. Et puis, merci de votre attention et on sera ravis de répondre à vos questions.